je suis Marion Le Save, je suis coach professionnel dans le secteur de la culture et du spectacle vivant. Donc, j'accompagne au changement et à la transformation tant en individuel qu'en collectif. Donc, j'accompagne les artistes, les dirigeants, les administrateurs dans leur évolution professionnelle et développement de carrière. Et j'accompagne en collectif des ensembles, des conseils d'administration, des comités de direction pour mieux communiquer et coopérer ensemble au service de leurs projets artistiques. Alors, les sujets qui m'animent également, c'est la question de l'égalité femmes-hommes. Encore un peu de boulot dans le secteur, notre contribution à la transition écologique et la RSE, et plus généralement la place de la culture dans notre société et un peu le sujet du jour aujourd'hui. Alors, les petits Déj Live, c'est quoi? Quand j'ai lancé Prélude et mon activité il y a 4 ans, j'avais lancé ces petits Déj Live. L'idée, c'était un lieu de rencontre et de partage sur des sujets clés liés à la transformation de notre secteur, donc l'égalité femmes-hommes, le bien-être au travail, les droits culturels, la RSE. Voilà. Et puis, voilà, j'ai un peu mis de côté parce que voilà, mon activité prenait essor. Et là, au vu de notre contexte, j'ai eu envie de reposer et voilà, de se dire, on va se mettre ensemble, en tous les cas, alors 1 heure, c'est court, mais voilà, de se poser ensemble pour on connaît le contexte, hein, et je vais le rappeler très très rapidement. L'idée, c'est pas de vous plomber le matin, et puis de faire intervenir 3 personnes qui œuvrent au quotidien aussi pour cette transformation. Alors pourquoi j'ai voulu aborder ce thème? Donc on parle de une crise, des crises, hein, j'ai mis le S entre parenthèses. Le secteur culturel traverse une crise structurelle, latente, hein, elle ne date pas d'hier. Le Covid est venu accentuer, accélérer cette crise, mais elle s'inscrit évidemment aussi dans un contexte géopolitique, économique plus global. Alors, le constat n'est pas très réjouissant. Donc, on assiste à une baisse des financements de l'État, des collectivités territoriales, et cela va entraîner une répercussion à la chaîne, hein, la question de la diffusion, de l'emploi, de l'action culturelle, de la diversité culturelle. Donc, on a une diminution des aides de l'État, malgré les annonces de notre ministre récemment, Rachida Dati, hein. Une diminution des collectivités territoriales. Vous avez sûrement dû entendre parler, ça fait grand bruit, de la coupe d'environ 80 millions d'euros sur la coupe des 100 millions d'euros dans les pays de Loire, dans le conseil régional. Donc, c'est Christelle Morancé, la présidente du conseil régional, qui quasiment du jour au lendemain a décidé de cette coupe budgétaire. Alors, je la cite parce que ça peut être aussi intéressant. Un monopole intouchable d'associations très politisées qui vivent d'argent public. Quelle est la pérennité d'un système qui pourrait exister est à ce point dépendant de l'argent public? N'est-ce pas la preuve que notre modèle culturel doit d'urgence se réinventer? Voilà ce qu'elle répond à ceux qui lui reprochent ces coupes. Alors peut-être avons-nous aussi à entendre, hein, voilà, ces signaux faibles qui nous viennent de l'extérieur. Voilà, le problème, c'est que d'autres régions suivent. Alors quelques-unes, hein, je vais quand même les citer, ont augmenté leur financement. L'Auvergne-Rhône-Alpes de 10%, Bourgogne-Franche-Comté également de 10%, et le centre Val-de-Loire. Donc voilà, il y en a qui tiennent. Alors, je vous invite à voir, donc, des départements suivent, des villes suivent cette tendance. Je vous invite à aller voir la carte aux crises qui a été initiée par l'Observatoire des politiques culturelles.
et qui vise à identifier depuis mars toutes les organisations qui sont impactées par cette diminution des financements. Donc, elle présente les données, le domaine d'activité, la localisation, le montant des baisses et leur provenance, de quelle collectivité, et l'impact sur la structure concernée. Donc voilà, allez voir, c'est intéressant de pouvoir mesurer et géographiquement voir qui et où sont impactées ces structures. Autre bilan sur les festivals, il y a eu le bilan 2024 sur les festivals, sur 870 festivals étudiés en 2024. Donc 80% des festivals déclarent avoir rencontré des difficultés, principalement d'ordre financier. Bon, il y a aussi les aléas du temps, mais voilà, vraiment d'ordre financier et une hausse des dépenses techniques, artistiques et de sécurité. Et je vous invite aussi à aller voir toutes les fédérations, notamment Scène Ensemble, le SMA, qui est le syndicat des musiques actuelles, qui vient aussi de réaliser une étude sur la baisse des financements dans les musiques actuelles. Voilà, c'est intéressant justement de voir combien tout le monde s'empare de ce sujet. Voilà, ça, je brosse le portrait de la baisse des financements. On peut évidemment se poser la question, aujourd'hui, où en est-on de la politique culturelle, à chaque remaniement ministériel, un nouveau ministre. Donc, en tout, sous Macron, nous avons 7 ministres de la culture. Et Aurélie, tu nous en parleras, comment on fait pour parler avec les ministres qui changent. On a eu aussi la question de l'inflation, la hausse des coûts artistiques, la hausse des coûts énergétiques. On en a parlé, une diffusion tendue. Il y a une étude de la PAS, l'association de la PAS, pour 2024-2025, qui étudie et qui montre qu'il y a une baisse de 1/4 de la diffusion. Faut prendre en compte aussi la transition écologique et la question de la RSE, RSO, donc la responsabilité sociétale des entreprises et organisations. Donc, il y a Thierry Léonardi qui est un expert de ça et voilà, qui peut confirmer. Et ça, c'est du temps à prendre en compte sur les équipes. Alors, c'est très bien, sauf que c'est du temps. On a une transformation des pratiques culturelles vers une culture de masse, et ça, on le verra aussi avec Caroline Ocelli. Des emplois tendus, une désaffection sur certains métiers, donc techniques, administratifs, sur la diffusion, une perte de sens aussi, et voilà, tout ça sur des salaires qui sont plutôt bas. Et puis la transformation du digital et l'arrivée de l'IA, donc l'intelligence artificielle qui vient bouleverser. Alors on est dedans, donc on ne sait pas trop sur la question des droits, etc. On bouge avec tout ça. Donc voilà, le contexte, quelques chiffres, tout ça, c'est pas très réjouissant. Et pourtant, si on est là, on sait combien la culture est essentielle. Alors, que fait-on? Alors, je suis coach, j'accompagne au changement. Je crois en se regroupant que nous pouvons en effet faire autrement à condition de prendre le temps de se poser et de se dire comment on peut faire autrement. Et voilà, on dit souvent en coaching que la crise est un moment clé pour faire autrement, ou alors on tombe en dépression. Alors l'idée, c'est pas de tomber en dépression. Et j'avais envie de faire un petit rappel de l'étymologie du mot crise. Chez les Grecs, ce mot vient du verbe krinein, je ne sais pas comment on dit, et qui signifie passer au crible, au sens le plus concret. Donc c'est trier et séparer des grains. Et donc, à cette signification va s'ajouter le sens de on va choisir, puis décider. Donc ça, c'est l'étymologie grecque et l'étymologie chez les Chinois. Donc, c'est
composé de deux idiomes, deux caractères. Le premier caractère, c'est le danger. Et le second signifie l'opportunité, la chance. Donc, en sémantique chinoise, hein, c'est plus positif. La crise représente aussi un caractère favorable. Donc, deux possibilités. Soit on se renferme sur nous, soit on y voit une opportunité de se développer autrement. Et puis, je crois aussi que le changement se fait sous l'impulsion des leaders, des dirigeants, de ceux qui œuvrent dans notre écosystème et qui vont aussi embarquer le reste des personnes. Et alors, c'est comment garder du sens dans l'action, comment prendre soin de ces équipes qui sont sous pression et comment anticiper et innover pour se transformer. Voilà ce que nous allons voir avec nos trois intervenants. Donc, je suis ravie d'accueillir Emmanuel Ondray, je commence par les hommes. Voilà, Emmanuel Ondray qui est le directeur de l'Opéra de Bordeaux, Aurélie Fouché qui est co-directrice de Scène Ensemble et Caroline Ocelli qui est la directrice du théâtre de Suresnes Jean Villard. Merci à vous trois d'être là. Emmanuel, je te propose qu'on commence avec toi. Donc, on se connaît depuis longtemps, hein, du temps de la Philharmonie, puisque moi, j'ai passé 15 ans à la Philharmonie de Paris. Avant, j'étais à l'Opéra et encore avant, un parcours marketing. Donc, on se connaît. Tu es musicien de formation, violoniste, docteur en musicologie. Donc, tu as fait une très jolie carrière au sein de la Cité de la musique Philharmonie de Paris, puisque tu as été rédacteur musical, responsable du service culturel du Musée de la musique, directeur de la production Cité de la musique et Salle Pleyel, puis directeur du département concerts et spectacles de la Philharmonie de Paris. Et tu es nommé en 2021 directeur de l'Opéra de Bordeaux et tu viens d'être renouvelé. Alors, j'en viens à ma première question. Lors de ta candidature, tu as présenté un projet fort, l'Opéra citoyen. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement? Et tout de suite, une deuxième question. Voilà, quand on arrive dans une nouvelle structure, on a un temps d'observation et puis on met en place une réorganisation. Donc, c'est ce que tu as fait, non sans heurts, hein, visiblement, puisque on a pu voir dans la presse, hein, c'est dans tous les cas ce qui ressort, quelques difficultés, une certaine pression, une ambiance plus compliquée. Voilà, donc on a parlé de la crise externe, on va aussi parler d'une crise interne au sein de son organisation. Donc, comment tu as géré cela? Donc, ton projet Opéra citoyen et comment tu as agi au sein de cette crise interne. À toi. Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Christiane, puisqu'on parlait de la Philharmonie de Paris tout à l'heure. Bon, je reconnais certains visages connus. Bon, alors je vais faire dans le très résumé, vous m'en voudrez pas, pour pouvoir peut-être reprendre quelques items que tu as cités en introduction et parler de l'Opéra de Bordeaux. Euh, je pense que d'abord, un opéra aujourd'hui, c'est une machine, une grande machine difficile à conduire parce que les quatre crises se sont enchaînées, la crise sanitaire, l'énergie, l'inflation et aujourd'hui la dette. Ça met à l'épreuve les structures et je suis très très prudent quand je dis cela parce que quand les plus grosses structures souffrent, les plus petites aussi, et on est dans un écosystème d'interdépendance et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi un peu ce qui se répète avec la crise sanitaire. On a sauvé plus facilement certaines grandes structures que, le réseau des intermittents, que des structures plus fragiles qui, je pense, souffrent dans le silence en ce moment et c'est très difficile de rendre ça visible. Quand je suis arrivé à Bordeaux, finalement, c'était plutôt une synthèse, une cristallisation de tous les problèmes qu'on rencontrait. On avait un peu un déficit de croyance dans les grandes institutions. C'était le cas de la nouvelle municipalité écologique, comme d'autres municipalités qui auraient préféré une redistribution des crédits pour prendre au plus grand, pour redonner
à des structures plus légères, plus agiles, peut-être plus démocratiques aussi. Euh, et donc, il y avait clairement posé sur la table, ça faisait partie d'ailleurs des questions abordées, des baisses de subventions. Donc, ça a évidemment fait craindre beaucoup dans les rangs de l'opéra, mais aussi pour les candidats qui ne souhaitaient pas forcément se présenter à Bordeaux. Et je pense qu'en fait, c'est un peu ce qu'on vit tous en ce moment. Est-ce qu'on est capable d'avoir envie d'aller tenir des positions qui sont plus difficiles à tenir que quand les financements sont plus réguliers, sont plus confortables ou plus décents tout simplement. Euh, le, la proposition que j'ai faite, puisque c'était la deuxième question qu'on m'a posée, je n'ai pas eu vraiment beaucoup de recul pour le faire, c'était on essaie de tenir ensemble un an avec le même niveau de financement pour essayer de faire un nouveau projet. Euh, et ça a été plutôt, vis-à-vis des tutelles publiques, ville, État, région, plutôt réussi, parce que les financements ont été maintenus jusqu'à très récemment, mais en tout cas, ça a plutôt fonctionné. Donc, faire plus ou différemment avec l'existant, ça, c'est déjà un premier levier. Tu notais, Marion, tout à l'heure, les difficultés internes. Oui, évidemment, je ne peux pas les cacher. J'ai essayé de les tempérer, mais s'il faut changer des choses, rendre, par exemple, développer le hors-les-murs, ce qui me semblait indispensable, euh, ça s'accompagne de gestes pour encourager le personnel, mais aussi d'efforts. Euh, et ma vision était de ne se séparer de personne, mais par contre de changer notre manière de travailler. Je ne suis pas arrivé avec un plan social, j'ai refusé les différentes propositions qu'on m'a faites de supprimer le ballet, le chœur ou des pans entiers de l'institution ou les ateliers. J'ai uniquement accepté de repenser notre activité sans supprimer de poste. Quant au pire, j'ai dû en geler certains, mais j'espère les recomposer. Et la difficulté, c'est, je pense qu'une difficulté qu'on connaît tous, c'est au moment où on vit une crise, on pense que la solution la plus sage, c'est le repli, abandonner, mettre en veille des pans d'activité. C'est probablement vrai pour certains secteurs, mais néanmoins, si on ne fait que du repli, on désenchante la structure et vous êtes encore moins subventionné, soutenu, financé. Vous pouvez moins diversifier votre financement un an après, un an et demi après. Donc on est face à un paradoxe. Euh, il faut profiter, et malheureusement, ce n'est pas la crise qui nous incite à le faire, qui nous oblige en fait à le faire. Euh, Inventer du nouveau en temps de crise. Ça me semble être même si c'est pas 100% du message, mais c'est quand même un message très important. Même si on opère quelques recalibrages ou replis, il faut inventer pour que vous apparaissiez comme désirable aux yeux des financeurs, qu'ils soient publics ou privés. Et ça, c'est très difficile à faire parce que votre équipe a envie que vous la sauviez, vous la préserviez sans inventer. Et c'est très difficile de faire comprendre collectivement qu'on invente pour sauver son avenir. Ça peut fonctionner, ça a été le cas à Bordeaux avec le zéro achat, par exemple. Ce sont les équipes techniques en particulier qui m'ont proposé de réfléchir à cette idée-là, et je pense que c'était une magnifique idée. Est-ce qu'on peut faire une grande production, un opéra, sans ne rien acheter du tout? Et ça a d'ailleurs fait naître un projet, puisque nous l'avons réussi une fois, puis maintenant 7 fois. Avec Thierry, que je vois dans les participants aujourd'hui, on a réfléchi à une méthode avec Limoges où on pourrait rendre un peu plus cohérent cette démarche partagée de circularité de la création et de la réalisation. Tu peux Marion, juste concrètement, parce que voilà, le ça but, c'est entraîne quoi, que, cette question de zéro achat? Juste quelques mots concrets. le but, c'est d'un côté, on regarde ce qu'il y a en stock. Il y avait 10 000 costumes, une quarantaine de productions, avec des accessoires et des décors, qui, même si elles sont exploitées de temps en temps, mais sont souvent très dormants. Et puis une méthode qui consiste à créer sur papier, euh, exécuter avec une vision un peu hiérarchique, et puis ensuite stocker ou détruire, avec très peu de recyclage, très peu de réutilisation. Donc, il était important qu'on repense notre manière de créer à partir de plutôt qu'à partir de rien.
Mais ça impose de changer une méthode complète de travail et aussi de création. C'est-à-dire que les équipes artistiques doivent accepter de travailler avec des équipes techniques qui gèrent des stocks pour savoir comment on peut créer à partir de certains éléments existants. On l'avait fait jusque-là, mais ça s'est, je pense, accéléré parce que c'était un peu indécent d'avoir des stocks qui coûtaient très cher, qu'on n'utilisait quasiment jamais. Euh, donc, cette question-là, elle est devenue plus urgente à résoudre parce que la crise était beaucoup plus dure. Et on aurait pu attendre tranquillement de le faire, et on l'avait déjà entamé depuis 5 ans, depuis une dizaine d'années pour certains. Mais là, c'était devenu une sorte d'urgence absolue et surtout un bon message. Parce que ça semblait tellement bizarre qu'un opéra puisse faire une production d'opéra sans rien acheter que ça a attiré, je l'ai remarqué, une part de nouveaux publics qui n'étaient pas venus à l'opéra jusque-là, qui se disaient, mais ah bon, c'est possible, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Beaucoup plus de presse. Donc, je veux pas faire de promotion en disant ça, je veux simplement raconter une initiative qui n'aurait pas fonctionné si elle était venue de moi, a fonctionné parce qu'elle est venue des équipes, et a apporté des nouveaux messages, y compris des nouveaux messages de financeurs publics ou privés qui se disent ça vaut le coup d'aider peut-être des personnes ou des équipes qui font des efforts. C'est pas une promotion de toi, c'est justement, on est là aussi pour échanger vraiment des idées qui sont concrètes Oui, pour, mais, d'ailleurs, je ne fais pas de promotion parce que j'ai payé comptant ce genre de projet. Vous êtes attaqué, vous êtes mis en cause. Euh, j'ai eu une grève des vœux. Quand vous souhaitez vos vœux au personnel qui n'est pas là, vous êtes quasiment seul dans un théâtre, vous comprenez le message. Donc c'est très difficile quelquefois de tenir la barre, d'y croire encore, et de sentir qu'il y a des doutes. Bien sûr que, et je ne dis pas que j'ai raison, mais en fait, il ne faut pas qu'on s'affronte entre nous. Même chose avec les financeurs publics. Euh, c'est difficile de ne pas tomber dans l'affrontement, c'est difficile de faire pression sans durcir le ton, mais pourtant il faut le faire habilement. Et puis la difficulté, c'est l'hypocrisie. Celle que nous vivons aujourd'hui, c'est celle qui consiste à dire que je coupe les moyens qu'on vous donne, mais c'est pas ma faute. C'est parce qu'on me les a pris par ailleurs. L'autre forme d'hypocrisie, c'est euh, je préserve la culture, mais en même temps, au sein de la culture, je vous diminue et les autres, je les maintiens, voire je les augmente. J'en profite pour réguler. Donc en fait, on s'aperçoit bien que la crise est un moment de vérité. On voit quelles sont les valeurs profondes de ceux qui nous euh, épaulent, qui nous dirigent, qui nous contrôlent, qui nous aident. Euh, et la question des valeurs, elle est cruelle parce que on pense s'entendre quelquefois et les actes les démentent. Ça, c'est cruel en ce moment, ça c'est clair. Voilà. et Mais comment, juste avant de passer la parole à Aurélie, comment toi justement tu œuvres quelque part, hein, il faut savoir naviguer dans ces contradictions que tu viens de mentionner et comment toi tu arrives à œuvrer, alors tu nous as donné quelques exemples, mais auprès des politiques, et qu'est-ce qui te fait tenir aussi, hein, concrètement? en profiter pour mettre en œuvre quelques idées qui attendaient et qui finalement vont se débloquer plus vite, vont se mettre en œuvre plus vite parce que la crise peut aider à mettre en œuvre plus vite certaines idées qui attendaient et qui auraient été mises tranquillement en place. On parlait de l'opéra citoyen tout à l'heure. Bien sûr, il y avait repenser les grands enjeux d'une structure, mais aussi quelquefois des choses qui paraissent un peu accessoires, mais qui sont en fait très bien perçues par les citoyens autour de la grande maison. Les concerts pour bébés, des ateliers, les concerts pour femmes enceintes, les concerts hors les murs, le zéro achat dont j'ai parlé. Une série de messages en fait qui sont des symboles et qui peuvent vraiment sauver l'essentiel, sauver le cœur de métier. Et je ne dis pas qu'ils sont accessoires. Je ne dis pas qu'ils sont cosmétiques ou qui sont liés à de la communication. C'est simplement, en fait, ils vont servir de
comme un halo protecteur qui va redynamiser l'envie qu'on a de vous aider et de vous écouter, ne serait-ce que de vous écouter. L'accumulation de plaintes, malheureusement, n'aboutit pas à grand-chose et c'est déprimant, mais c'est comme ça. Si vous allez avec votre bâton de pèlerin protester en disant que vous manquez de financement et que c'est injuste qu'on vous les coupe, voilà. Malheureusement, aujourd'hui, c'est presque inaudible. Ce qui est quand même assez cynique, puisque on sort d'une période du quoi qu'il en coûte, où on a eu quelquefois un peu trop de financement par rapport aux besoins réels, qui n'ont pas ensuite été redistribués. Je dis ça en toute transparence, et heureusement que les surplus de financement ont pu être réinjectés dans ce qu'on a appelé le retour à la normale. Donc on a tout reperdu en 2022-2023, ça c'est clair. Mais si vous voulez, il y avait une myopie sur sur certains modes de financement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On ne veut pas voir quels sont les besoins. Eh ben, merci beaucoup, Emmanuel. C'est vrai qu'on entend quand même ce discours, on a plus de subventions, on n'a plus de subventions. Mais voilà, tu nous permets d'ouvrir aussi sur des actions concrètes que tu as mis en place et qui, qui font aussi que voilà, ce sont des changements qui, au final, ont lieu plus vite que prévu. On va passer à toi, Aurélie. Donc, Aurélie, tu es co-directrice de Scène Ensemble. Tu as un parcours où tu as toujours défendu l'action publique en faveur de la culture, notamment dans les musiques improvisées et le jazz. Tu as d'abord travaillé dans les collectivités territoriales, puis tu as été déléguée de la Fédération Grand Format, déléguée générale de Profedim et depuis le 1er janvier, co-directrice de Scène Ensemble. Alors, Scène Ensemble, c'est quoi? Vous avez décidé de fusionner, on est un peu dans le jargon là, les syndicats SNSP, donc les syndicats des scènes publiques, et Profedim, qui était le syndicat professionnel des producteurs, festivals, ensembles, diffuseurs indépendants de musique. Donc, ça, Scène Ensemble rassemble des acteurs majeurs du spectacle vivant, toutes disciplines confondues. Et avec 500 adhérents, vous défendez la place forte du service public du spectacle vivant. Alors, quand on parle de transformation, peut-être tu peux nous expliquer pourquoi cette fusion entre ces deux syndicats et comment vous œuvrez à la défense d'une politique publique de la culture, comment s'organise aujourd'hui le dialogue avec les pouvoirs publics, comment ce dialogue s'est-il transformé? Alors déjà, je voudrais adresser un message à tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Si vous trouvez que c'est difficile de diriger une structure en ce moment, c'est normal. Voilà. Ça fait du bien de se le dire aussi. Donc, il faut le dire. Je pense qu'Emmanuel a brossé un tableau très complet de ce qu'on a traversé au cours des 5 dernières années. Et avant de parler de la fusion et de ce qu'on a mis en place, quand on a évoqué cette table ronde, Marion, le premier truc qui m'est venu, c'était de dire, diriger en temps de crise, c'est descendre du vélo. Il faut arrêter de pédaler à un moment donné. Et on a évoqué la question de la décélération ensemble. Ça me paraît assez essentiel parce que qu'est-ce qui s'est passé avec la succession des crises? C'est qu'il y a eu une conjonction qui s'est installée entre la question de la crise et la question de l'urgence. Et qu'est-ce que ça a produit? Ça a produit que finalement, la crise génère l'urgence et l'urgence génère la crise. Et on n'en sort pas. On est dans la roue du hamster en permanence. Et ça surprendra personne. Enfin, je réinvente pas la poudre en disant ça. Mais on est dans une gestion qui est purement réactive. On est coincé dans une forme de présent urgent parce que le futur, c'est devenu le présent immédiat. Donc voilà, le point de départ, c'est peut-être ça, c'est de se dire que si l'urgence est devenue notre principale modalité d'action, et pire, notre principale modalité de réflexion, il faut peut-être se poser la question de sortir un peu de ce cercle vicieux. Donc, quand je dis qu'il y a urgence à descendre du vélo, c'est un peu ce qu'on a fait avec cette fusion, ça a été de se dire, finalement, comment on recrée de la visibilité? Pourquoi? Pourquoi c'est important de se projeter?
Peut-être parce que se projeter, ça permet de prendre la meilleure décision pour soi avant qu'elle soit prise par d'autres. Et on le voit bien en ce moment, hein, c'est-à-dire que on avait déjà l'intuition de ce qui se passe aujourd'hui en 2020, en 2021. Est-ce qu'on l'a bien anticipé? Bon, voilà, on n'a peut-être pas été assez prospectif sur ces sujets-là. Comment est-ce qu'on revoit nos priorités? Qu'est-ce qu'on abandonne dans les projets qu'on mène? Qu'est-ce qu'on priorise? Comment on recrée de la désirabilité? Je crois que le terme qu'a employé Emmanuel, il est extrêmement important aujourd'hui dans le storytelling et dans le plaidoyer qu'on peut avoir pour notre secteur. Et puis aussi, parce qu'on parle quand même d'entreprise aussi, est-ce que ma gouvernance, mon organisation, elle est alignée avec la nouvelle donne et avec voilà, cette perspective de transformation, parce que c'est néanmoins de ça dont on parle. Donc, nous, on a fait le même constat avec nos organisations professionnelles, hein, dont le but, c'est justement d'appuyer les entreprises adhérentes, c'est de recréer cette visibilité qui existe de moins en moins, c'est d'adresser des problématiques, mais de manière collective, pour que ça repose pas justement entièrement sur les adhérents. Et on s'est dit, ben, de toute façon, soit on s'installe dans la crise, soit on bâtit autre chose. Les deux options étaient absolument terrifiantes, je le dis très clairement, parce que d'un côté, c'était de dire on va s'installer et on va accepter que ces modalités d'action et de réflexion dans l'urgence, elles deviennent pérennes. Et de l'autre côté, c'était de dire bah, peut-être qu'il va falloir qu'on se décale, mais aussi qu'on remette en perspective nos équilibres. Nous, on était une organisation professionnelle uniquement musique. On a fait le choix de se rapprocher d'une organisation professionnelle qui était plutôt sur le champ pluridisciplinaire avec peu de musique. Ça a été une interrogation de nos élus, hein, de nos adhérents, de se dire mais est-ce qu'on va pas perdre en spécificité? Et on s'est vite rendu compte que l'opportunité de se renforcer euh, écrasait finalement la crainte, fondée ou non, l'avenir le dira, d'abandonner une partie de nos spécificités. Et je crois que c'est un message qui est vraiment important, c'est que dans cette tentative permanente de gérer collectivement les crises, l'idée, c'est de créer de la robustesse, c'est-à-dire c'est de pouvoir aussi faire face au choc qui est devant nous, hein, qui va être un choc démocratique, quel qu'il soit, parce que même si on ne parle pas forcément de l'extrême droite, on va être de toute façon dans des politiques publiques qui sont déjà devenues de plus en plus brutales. Donc comment est-ce que justement on recrée les conditions d'un travail commun, d'une cohésion, avec des projets qui résonnent sur un territoire entre divers acteurs territoriaux, qu'ils soient culturels ou pas, et puis comment on recrée une manière de travailler avec les élus. Et on voit bien que ça, bah, finalement, ça bouge tout le temps. Nous, aujourd'hui, d'un point de vue parlementaire, on travaille beaucoup plus avec le Sénat qu'avec l'Assemblée nationale, parce que les équilibres politiques font que c'est aussi l'endroit où on arrive à créer un peu de perspective. Voilà, donc on a des alliances objectives qui bougent. Et puis, on a pris le parti, bah, justement, peut-être d'arrêter les cartes-crises, toutes ces choses-là. On y participe parce que d'autres les lancent, évidemment. Mais nous, de se concentrer sur, bah voilà, en 2027, 2028, c'est quoi la culture et qu'est-ce qu'on doit défendre prioritairement. Donc, bon, on essaye de recréer un peu de visibilité à cet endroit-là. On n'a pas de formule magique. On a juste constaté une chose, c'est qu'on avait besoin de se renforcer en étant ensemble. Et je crois qu'aussi, comment dire, le nombre d'inscrits au petit-déj de ce matin, c'est ça aussi, c'est-à-dire on manque d'endroits pour inventer la suite. La question de la prospective et la question de la projection, de recréer euh, vraiment une vision qui permettra hein, la transformation, c'est assez essentiel. Et c'est le moment maintenant de transformer nos secteurs. Je vois qu'il y a pas mal de consultants aussi qui sont là aujourd'hui. Donc je voudrais d'un point de vue très très pratique, juste redire que finalement faire appel à de la ressource et de l'intelligence extérieure, faire le pas de côté pour imaginer ce qu'on va pouvoir défendre demain, c'est essentiel. Il y a plein de dispositifs pour ça. Voilà, il y a les appuis conseils de l'AFDAS, entre autres. Il y a aussi des choses qui sont possibles à imaginer sur mesure avec des consultants. Il faut descendre du vélo et se dire que maintenant on construit la suite.
Euh, un- alors, une question aussi, hein, la culture dans son acceptation de services publics, hein, au même titre que la santé ou l'éducation, est-elle en train de devenir uniquement, hein, je vais forcer un peu le trait, une économie de marché reposant sur sa rentabilité économique? Alors, ça serait faux de dire ça. Et en même temps, on a quelques signaux quand même où on voit bien que il y a des mouvements très forts de transformation du secteur culturel. Je pense notamment à un livre de Sophia Bria qui s'appelle Danser sur un grand volcan et qui fait état un petit peu de la prise de marché culturel des acteurs du luxe. Et c'est pas inintéressant de voir ça aussi. Euh, on note que, enfin, nous, on a quelques indicateurs aussi sur l'emploi et l'activité, que ça va plutôt bien sur le secteur privé et que c'est plus compliqué sur le secteur subventionné. Donc c'est vrai que ça doit nous interroger sur la place qu'ont nos propositions, sur la manière dont nos projets y résonnent pour une population, pour un public, pour des territoires. Ça, c'est essentiel. Dire qu'il y a un abandon de la chose publique dans la culture, je pense que ça serait un peu violent. Je crois il y a des courants identitaires très forts dans la politique aujourd'hui qui font qu'il y a des choix idéologiques. Voilà. Après, c'est pas simple hein, de défendre le service public de la culture aujourd'hui, tout simplement parce il y a un manque de moyens, ou en tout cas, il y a un manque euh, de choix sur ce qui doit être défendu. Ça peut arriver. Et puis après, on voit aussi, parce qu'on est quand même en lien avec beaucoup de collectivités, il y a aussi beaucoup de collectivités, je pense au département, hein, qui font face à des difficultés énormes où il n'y a pas d'idéologie dans le fait de baisser les dotations à la culture, hein. Il y a même encore une ambition parfois de maintenir un service public qui est fort, mais il n'y a plus les moyens. Voilà. Et il n'y a pas non plus d'espace politique pour reposer euh, l'ambition politique d'un service public de la culture fort entre l'État, les différents niveaux de collectivité, le Parlement. Ça n'existe pas. Nous, aujourd'hui, on siège au Conseil national des professions du spectacle. C'est le lien avec le ministère de la Culture, avec un ou deux représentants des collectivités. Voilà, c'est très annexe. Il y a un conseil des territoires pour la culture au national entre l'État et les collectivités dont on ne sait pas ce qu'il fait, auquel on n'est pas convié. Donc voilà, il y a un manque, il y a un dialogue à recréer et il y a surtout une ambition commune à retracer. Mais de dire que voilà, je ne vais pas dire qu'on n'est pas inquiet du fait que le pass culture, par exemple, pour ne prendre que cet exemple, se concentre dans sa part individuelle uniquement enfin en tout cas majoritairement, sur des propositions qui ne sont pas forcément les nôtres. Mais on peut aussi voir ça en creux, on peut aussi se dire que le service public de la culture, avec sa politique tarifaire adaptée, fait que les jeunes n'utilisent pas leur pass culture dans notre réseau. Voilà, c'est peut-être aussi ça, la lecture. Je fais une petite parenthèse, mais tu parlais du secteur privé. Il y avait la semaine dernière Ecocène, qui est le syndicat des théâtres privés, qui a fait une journée d'atelier sur, tu parlais de prospective, hein, sur bah, c'est quoi le spectacle vivant en 2052. Ils ont travaillé 6 mois avec un prospectiviste et c'était des ateliers. Voilà, on était en petit groupe sur bah, 4 scénarios qui avaient été réalisés et comment on se place du point de vue du spectateur, du point de vue du financeur, du point de vue de l'artiste. Donc, tous leurs travaux sont mis en ligne. Donc, vraiment, je vous invite à aller voir cette vision du théâtre privé. Et peut-être un ou deux exemples pour terminer sur quelque chose positif. On en parlait, hein. Quelques exemples innovants de transformation que tu as pu voir au sein de tes adhérents. Tu me parlais, Alors, par exemple, l'expérimentation des contrats de résonance. oui, alors il y a contrat de résonance, puis il y a aussi d'autres projets qui disent pas leur nom, mais je peux peut-être parler d'un sujet sur lequel on travaille beaucoup avec les scènes conventionnées en ce moment. C'est-à-dire vraiment comment est-ce que un projet euh, irrigue, résonne sur son territoire à toutes les échelles et comment, parce que je crois beaucoup à ça dans la conception aussi de la fameuse robustesse dont je parlais.
comment est-ce qu'on arrive à recréer un réseau qui ne soit pas un réseau uniquement culturel et comment on arrive à avoir un projet qui finalement réunisse sur un territoire l'ensemble des parties prenantes, qu'elles soient économiques, culturelles, politiques. Voilà, je parlais des scènes conventionnées parce que c'est un échelon particulier qui permet encore beaucoup d'expérimentation à cet endroit-là. Et tu parlais de prospective, on aura une journée de prospective sur les scènes conventionnées à l'automne spécifique. Voilà, mais après, il y en a plein. Je pense qu'autour de la table, même, si on donne la parole, il y a beaucoup de structures qui elles-mêmes se sont pas mal transformées, ont porté des initiatives innovantes, dehors les murs de décentralisation, de travail sur les questions d'inclusion. Enfin voilà, il y en a 1000 dans le secteur et je vais pas forcément citer des adhérents parce que je vais en rendre d'autres jaloux. J'en ai beaucoup autour de la table. Bon, on aurait dû faire 2 heures, mais je sais que le temps est compté, comme tu disais. Donc, voilà, on est obligé de se rassembler, voilà, les initiatives. Mais c'est vrai qu'on pourrait faire des partages d'expériences parce que c'est des échanges de pratiques. C'est toujours intéressant de s'inspirer, hein, comme on dit, de benchmarker dans le monde de l'entreprise, de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs, non pas pour reproduire exactement la même chose, mais pour adapter sur son territoire, sur voilà, ses publics, etc. Merci Aurélie. Et donc, je vais passer à notre dernière intervenante, donc Caroline Ocelli. Caroline, tu es directrice du théâtre de Suresnes Jean Vilar et du festival Suresnes Cité Danse depuis 2022, dans le prolongement d'Olivier Meyer. Donc, tu as commencé ton parcours professionnel dans le cinéma, dans une maison de production et de distribution de longs métrages. Puis, tu travailles dans les médias en tant que directrice des partenariats. Et c'est avec l'envie de te rapprocher de la création et d'être au contact des publics que tu prends en avril 2019 le poste de secrétaire général du théâtre de Suresnes. Et tu succèdes à Olivier Meyer à la direction du théâtre et du festival Suresnes Cité Danse en 2022. Après une transmission concernée, ce qui n'est pas toujours facile, hein, de passer d'un directeur à un autre directeur. Alors, tu poursuis l'ambition artistique de ce théâtre et il faut le rappeler, le berceau des premiers week-ends artistiques imaginés par Jean Vilar en novembre 1951. Donc, le théâtre, c'est un théâtre de ville pluridisciplinaire dans les Hauts-de-Seine. Il y a une programmation de plus de 100 représentations par saison, donc dont la danse et la colonne vertébrale. Et c'est une maison ressource également pour les artistes et très investie dans l'action culturelle. Alors, j'avais envie de finir par toi parce que tu nous donnes un peu une note positive. Alors, tu as la chance de ne pas avoir pour l'instant de baisse de financement par tes financeurs publics. Mais tu as mis déjà un certain nombre d'actions pour, voilà, tu n'es pas dans la réaction, mais tu es justement dans la proactivité pour répondre ou anticiper à l'impact de la crise. Donc voilà, si tu peux nous partager un peu ces actions concrètes que tu as mises en œuvre. Merci Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors vous dire qu'évidemment toutes les pressions et toutes les crises dont on a parlé, que Marion a introduites et sur lesquelles sont revenus Emmanuel et Aurélie, je les connais, je vis avec tous les jours. Donc pour vous dire, donc moi j'ai 4 niveaux de subvention, on l'évoquait, la ville qui est la tutelle principale, le département pour lequel on est un équipement culturel structurant. Mais je suis aussi une scène conventionnée d'intérêt national à récréation pour la danse. J'ai obtenu le conventionnement l'année dernière, ce qui était un gros enjeu. Et pour être honnête avec vous, j'ai eu très peur de ne pas y arriver. Et enfin, j'ai une petite aide de la région Île-de-France sur le festival. Je vous dis ça, donc jusqu'ici, tout va bien. Voilà, j'ai envie de vous partager ça, c'est-à-dire que j'ai des subventions effectivement qui se sont maintenues en 2025. Néanmoins, ma subvention du département, je l'ai su le 20 avril. Donc là se pose effectivement la question est-ce que je me replie, est-ce que j'anticipe une catastrophe ou est-ce que j'agis et je pallierai si catastrophe il y a.
Bon, moi, je suis quelqu'un de très optimiste et j'ai un enthousiasme presque pathologique. Donc, généralement, je suis dans l'action et voilà, quitte à devoir ensuite adapter. Euh, Moi, je me suis retrouvée directrice de ce théâtre, donc après une formidable direction d'Olivier Meyer qui a duré 32 ans, donc avec une culture aussi qui était une culture d'entreprise, hein, j'entends, et de management qui était très différente. Donc finalement, moi, le changement, il était assez naturel, même si Olivier m'a parfaitement transmis cette maison et que j'avais la chance d'être dedans quand j'ai pris la direction. Bah forcément, j'ai pas le même style, quoi. Je suis une femme, j'ai 40 ans, j'ai un enfant, donc j'allais pas gérer comme lui. Euh, et, euh, et en fait, la réponse, je trouve, à plein de crises, mais ça a déjà été évoqué, c'est être ensemble. D'où le fait que j'aime beaucoup aussi la fusion de Prophédim et SNSP qui s'appelle Scène ensemble. Voilà, je trouve que c'est effectivement le bon message et la solution à beaucoup de choses. Euh, Parce que la solution aux crises internes, c'est quand même beaucoup de chercher à fédérer, à déléguer, à créer aussi des dynamiques internes. Moi, j'ai travaillé à ce qu'on ait des référents handicap, ce qui n'était pas le cas avant, à ce qu'on ait des référents en matière de transition écologique, et pas des spécialistes, mais des gens de l'équipe pour lesquels ces sujets ont une importance particulière et qui vont s'emparer de ces problématiques pour qu'on avance. Souvent avec des toutes petites choses, hein, ça a été de renoncer aux jetables pour les bars et les catering, par exemple. C'est un tout petit détail, mais toutes ces choses-là à implémenter, en fait, elles ne marchent pas si elles viennent de moi. Elles marchent si c'est des décisions collectives. Donc, pour moi, il y a déjà cette réflexion interne. Je rejoins complètement aussi ce qui a été dit sur la nécessité d'être ancré dans son territoire et d'être en dialogue avec sa ville, avec son département, avec différents acteurs, avec évidemment les autres acteurs culturels, mais aussi les acteurs sociaux. Et ça, c'est d'une part parce que ça fait sens et que si on a un service public de la culture, on l'est pour des gens, quoi. Donc, autant tisser ces liens-là. Euh, mais c'est aussi dans le rapport aux tutelles. Par rapport à la faillite du désir culturel à l'endroit de la politique, moi j'ai l'impression que la réponse sociale est mieux entendue et que finalement c'est en montrant la dimension sociale de nos projets, en développant les actions aussi à cet endroit-là et en faisant sortir le théâtre de ses murs, hein, je rejoins ce que disait Emmanuel, c'est d'amener nos propositions aussi ailleurs géographiquement, ailleurs pour d'autres publics qui accepter le fait d'ailleurs que ces publics ne rentreront peut-être jamais dans le théâtre, c'est-à-dire pas être dans cette position presque condescendante de je fais un truc pour qu'ensuite tu viennes chez moi. Ben non, pas forcément. En tout cas, c'est pas le but de l'action. Et voilà, j'ai le sentiment que d'une part, moi, ça donne du sens. C'est déjà très important pour moi. Puis comme le rappelait Marion, on s'appelle Jean Villard. Et Jean Villard est venu en 51, donc on a des bons fantômes, comme je dis souvent. Donc ça donne du sens au projet, à l'équipe. Et surtout, ça permet d'être plus audible. Euh, et alors, plus audible dans l'approche qu'on a. Après, moi, je me confronte un peu à une difficulté, c'est que les tutelles attendent beaucoup des chiffres. Et donc, ils voudraient constamment qu'on soit sur une augmentation numérique. Tout ça avec des subventions constantes et des coûts de structure qui augmentent. Donc, en fait, on a moins pour faire plus. Moi, je leur dis souvent, je suis pas magicienne. C'est-à-dire que je travaille à faire mieux, je travaille à déplacer certaines choses. Je peux pas être dans ce toujours plus, en fait. C'est intenable. Et c'est une douleur pour tout le monde. Donc voilà, à la fois pour moi, l'axe de compréhension qu'il peut y avoir, mais la limite à poser sur, bah non, c'est pas parce que cette année, on a fait des parcours très complets pour 10 classes du département que l'année prochaine, on va faire pour 15. Parce qu'en fait, l'année prochaine, faire pour 10 encore, c'est déjà plus de travail d'une certaine manière. Voilà.
pour faire un tableau Et, général. et tu parlais de sortir hors les murs, toute la question de l'action culturelle, des actions éducatives et pédagogiques. Alors, c'est Il ça, me mais c'est semble, pas uniquement ça, hein. C'est aussi sortir des propositions artistiques des murs du théâtre. ouais, il me semble quand même que bon nombre de structures ici présentes le font déjà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire de plus par rapport à ce qui déjà est fait? Alors, on ne le fait pas tous déjà. Ça pose des grosses questions financières, organisationnelles aussi. C'est ce que soulignait Emmanuel, hein, c'est que sortir le théâtre de ses murs, ça va avoir des implications sur l'équipe, sur les savoir-faire. Euh, et là encore, pour moi, il ne faut pas faire plus. Il faut se reposer toujours la question de pourquoi je le fais, qu'est-ce que je fais, où je le fais. Moi, par exemple, ma stratégie, c'est de faire du hors-les-murs qui change de lieu, d'essayer d'investir d'autres espaces, d'autres quartiers, d'autres lieux non dédiés pour voir ce que ça fait, aller à d'autres contacts et se déployer comme ça. Mais fonctionner, en fait, moi, je fonctionne un peu en mode laboratoire, quoi. Et là où ça fonctionne vraiment bien, évidemment, il s'agit d'essayer de pérenniser parce qu'on construit aussi certaines choses dans le temps. Et là où on n'est pas convaincu, ou voilà, de se dire, bah, là, on va déplacer. Tu parlais lors de notre échange aussi peut-être alors, est-ce que c'est l'impact de la crise ou pas Aurélie, tu parlais de désirabilité. Voilà, tu voyais aussi une réception de l'esthétique de la danse, puisque c'est aussi ta colonne vertébrale qui a aussi un peu évolué. Peut-être si tu peux en dire quelques mots. Euh, alors, à la fois, enfin, moi, je suis persuadée que si on dansait tous, et je ne le fais pas encore, hein, mais on serait plus heureux et on réglerait beaucoup de choses. C'est-à-dire que voilà, avant un petit déj live comme ça, en fait, on devrait tous danser, ne serait-ce que 10 minutes, et je pense qu'on serait encore plus en disponibilité pour échanger, pour être ensemble. Voilà, moi, je crois beaucoup à ça, d'autant que la danse permet de ne pas être dans des rapports à la langue et à la maîtrise de la langue qui peuvent être clivants ou segmentants. Donc voilà, je crois beaucoup au pouvoir de la danse. Euh, le festival sur Cité Danse, il est né au début des années 90 de la volonté de donner une légitimité, de donner un plateau aux danses hip-hop pour qu'elles puissent développer des formes plateau, alors que c'était des danses qui étaient jaillissantes en battle ou dans la rue. Et c'était l'idée de permettre un déploiement d'écriture à ces danses-là. Et alors aujourd'hui, le hip-hop n'a plus besoin d'être légitimé, il est partout, il a d'ailleurs une puissance commerciale très forte, hein. On parlait tout à l'heure du rapport aux marques. Mais voilà, il y a des danses qui permettent aussi de fédérer, d'aller chercher d'autres publics. Néanmoins, moi je constate que même en étant une scène conventionnée de danse et en héritant d'un théâtre qui a programmé de la danse voilà, sur plusieurs décennies, si j'annonce un spectacle en danse contemporaine, ça va être dur dans la réponse publique. Donc voilà, ça pose aussi des questions, mais pour moi, c'est aussi une remise en question de nos manières de communiquer, de l'entre-soi qu'on peut avoir, nous programmateurs. Donc comment on fait pour, pour justement faire s'exprimer la dimension fédératrice de la danse et non pas le snobisme de la danse, quoi. Ok, j'avais aussi envie de parler purement aussi esthétique, ce qui, voilà, Emmanuel, tu as parlé de l'opéra, voilà, c'est aussi une façon aussi de faire lien ensemble, faire du commun ensemble. Merci Caroline, je sais que tout ça, vos interventions sont courtes, hein. Aurélie, tu voulais ajouter quelques mots sur les chiffres? Juste deux mots parce que Caroline a mis le doigt sur quelque chose d'absolument essentiel, qui est la question de l'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, quand je dis il faut qu'on se transforme, c'est pas que nous, hein, enfin, tout ne nous incombe pas. Il y a un vrai sujet d'évaluation de ce qu'on fait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on évalue ce qu'on produit. Aujourd'hui, on fait des bilans. Aujourd'hui, on nous demande des bilans chiffrés.
et il faut tout le temps être dans une perspective d'augmentation. Voilà, il faut qu'on sorte de ça. C'est-à-dire il faut aussi faire la révolution de l'évaluation des projets. C'est quoi un projet qui fonctionne? Bah, c'est pas forcément des chiffres qui explosent le plafond tout le temps. Voilà. Bon, visiblement, les pouvoirs publics ne l'entendent pas encore, ça, de sortir des bilans chiffrés et du toujours plus. J'avais une question de Margot Lallier. Tu disais, alors voilà, tu as bien compris qu'il fallait faire autrement, qu'il y a quand même ce toujours plus dont vous parliez. Mais comment accompagner la lassitude des équipes dirigeantes au sein d'une maison? Je ne sais pas qui d'entre vous a envie de répondre à ça. On parlait limite on voit beaucoup vraiment de lassitude, de perte de sens, voire de burn-out. Peut-être, Emmanuel, tu voulais dire un mot sur ça? Comment toi, tu accompagnes tes équipes? Moi, je ne serais pas contre être accompagné moi-même. Je l'ai été d'ailleurs. Et je pense que c'est indispensable de l'avouer, de le chercher. Quand on est en crise, on a besoin d'avis, on a besoin de méthodes, on a besoin de mots, de narratifs, d'actes. Non, non, au contraire, cellules d'écoute, conseils, et aussi séances de travail avec les tutelles. Je pense qu'ils doivent aller dans les deux sens, c'est-à-dire partager des stratégies. Je suis tout à fait d'accord, Caroline et Aurélie, les chiffres, c'est une chose. Au moment où on leur dit, non, mais vous savez déjà, c'est bien si on arrive à marquer une forme de stabilité sur tel et tel secteur, ça pose problème. Non, ça ne pose pas problème, au contraire. Et puis là, le quantitatif, c'est pas la démarche profonde. Il faut qu'on sache ce qu'on fait, quel est le sens de notre action. Et ça passe pas forcément par les chiffres. Et c'est très important d'avoir cette réflexion sur les valeurs. Quelles sont nos valeurs? Et ça, dans les bilans d'activité, dans les rapports d'activité, c'est plus ou moins présent, mais pourtant, c'est très, très important. C'est quelquefois ça qui nous protégera plus que les chiffres. Les chiffres, ils ont un effet pervers, c'est-à-dire que quand vous avez des bons chiffres, on vous coupe. Voilà. Moi, j'ai essayé de développer le mécénat, j'ai bien vu le problème. Vous avez des sourires en coin. Caroline, tu voulais dire Moi, quelque chose? oui, j'ajouterais, en fait, comment accompagner la lassitude ou lutter contre la lassitude. Pour moi, ça passe d'abord par lutter contre la solitude. Je rejoins Emmanuel, c'est-à-dire oui, se faire accompagner, proposer aussi, moi je l'ai fait avec certains de mes chefs de service, bah, proposer qu'ils soient accompagnés par une coach extérieure aussi, parce que bah, je suis pas la solution à tout, j'ai pas la solution à tout, donc que ce soit pour soi ou pour d'autres membres de l'équipe, je trouve ça important. Et puis moi, je trouve beaucoup de ressources aussi en appartenant à des réseaux. Moi, je me suis inscrite dans le réseau du groupe des 20 théâtres d'Île-de-France, dans le réseau Play, dans le réseau Sillage, qui, pour moi, sont des endroits qui permettent de partager, de partager parfois des mal-être, mais aussi des solutions, des idées, des situations, obtenir le regard de ses pairs, parfois juste la compassion, ça fait du bien aussi. Et puis se retrouver aussi sur l'amour de l'artistique. Emmanuel, tu parlais des valeurs et je suis bien d'accord. Et moi, mon prédécesseur, il m'avait donné un conseil qui fonctionne super bien. Il m'avait dit, c'est dur d'être à la direction d'un théâtre. Quand vraiment ça va pas, va voir les artistes. Va voir les artistes qui sont dans la maison. Va les voir travailler, ne serait-ce que 10 minutes, un quart d'heure, et ça redonne du sens. Donc voilà, pour moi, c'est différentes solutions. Retrouver le sens par le contact, aller chercher de l'aide ou procurer de l'aide extérieure à des membres de son équipe et s'inscrire dans des réseaux, travailler avec ses pairs. Voilà, on approche de la fin. Euh, merci Emmanuel de dire que c'est important de aussi aller chercher quelqu'un d'extérieur. En tous les cas, moi, je crois profondément qu'on peut agir et ne pas attendre. Moi, j'accompagne des personnes qui arrivent pour me voir. Ils sont en crise. Donc, c'est difficile parce que quand on est en crise, en burn-out, il faut d'abord reconstruire cette confiance en soi, etc.
Donc, n'hésitez pas aussi à venir quand vous allez bien, parce que c'est là où on peut aller plus loin et innover. Juste un mot d'actualité là pour Prélude. Moi, je monte une formation action à partir d'octobre sur tous ces sujets-là à destination des dirigeants, des leaders, de tous ceux qui œuvrent pour la culture. Une formation qui est sur 6 mois en hybride, hein, 2 jours deux journées ensemble et puis sinon du Zoom sur des temps de 2 heures, hein, parce que votre temps est compté, pardon, est complet aussi, et avec des intercessions en groupe. Donc l'idée, c'est voilà, de prendre ce pas de côté. Aurélie, tu disais de descendre du vélo, de s'interroger sur ces moments clés. Comment on fait autrement et surtout, hein, moi, en tant que coach, ce qui m'intéresse, c'est comment on fait différemment. Et voilà, je vous pose une petite question de réflexion après cette rencontre. S'il y a une chose que vous avez retenue de cette rencontre, parce que souvent on enchaîne sur la réunion d'après, qu'est-ce que j'ai retenu de cette rencontre? Un point. Et c'est quoi mon prochain pas par rapport à ce que j'ai entendu? Voilà, on va conclure donc descendre du vélo, le dialogue avec toutes les parties prenantes, la question du collectif, hein, s'inscrire en collectif, descendre de son vélo, faire un pas de côté, quelles sont nos valeurs, hein, Emmanuel, c'est ce que tu disais, et puis développer cette désirabilité pour nos publics. Un petit mot de conclusion. Caroline, juste très court, hein, une phrase de conclusion. Ah, je t'en ai dit une très, très bien au téléphone, je m'en souviens plus. Alors, on passe Emmanuel, peut-être que ça va te revenir une phrase de conclusion. C'est Margot qui pose la question, comment est-ce qu'on fait pour inventer en temps de crise? Et la réponse, elle est un peu dans ce qu'a dit aussi Caroline. Allez voir les artistes, allez voir les équipes. C'est souvent eux qui ont la solution, de la bonne idée qui attendait. Merci. Aurélie? Bah, je dirais recréer du commun. C'est ce qu'on fait là. Voilà. Caroline? Aller au spectacle. Voilà, l'artistique, les artistes au cœur au cœur de voilà, ce qu'on propose. Merci à tous. Merci à vous, Aurélie, Caroline, Emmanuel, de vos interventions. Merci à vous tous d'avoir pris du temps pour voilà, peut-être faire un pas de côté et je vous souhaite une belle journée. Nos intervenants restent 5 minutes de plus si vous aviez envie voilà, de poursuivre l'échange. Et puis sinon, belle journée à tous. Merci, au revoir. Des merci. Je pense que voilà, c'est Je crois que intéressant. Jean a une question. Alors, Non. une question. Je peux juste dire au revoir. C'était un coucou. Au revoir. Ah, juste dire au revoir. Salut, Jean. Merci. Bonne journée, merci à vous quatre, merci. Merci. Bon, ça se déconnecte. Pas de questions. C'est pas comme à la fin des rencontres, on vient voir les intervenants. C'est plus difficile en Zoom qu'en vrai. Bon, moi, Caroline, je vais venir te voir. Ah ben oui, avec plaisir. Du positif, mais vous êtes tous les trois hyper positifs, malgré le contexte. Et ça fait du bien. Tu sais, c'est le privilège d'avoir près de 500 adhérents, c'est que au bout de 6 mois, tu continues à découvrir tes adhérents. Donc, voilà. Alors, il faut que je me déconnecte. Je suis en train de me faire... Ah non, ça y est, tout roule. Tout roule. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Ouais, merci beaucoup, Au revoir, Emmanuel. À très Courage, hein. bientôt. Je ne sais pas si c'est trop Ah oui. tard, mais moi, j'aimerais bien poser une petite question. Vas-y, Rebecca. Je me demandais s'il y avait à jour dernièrement des études sur les retombées financières de la culture, en fait, que ce soit en termes de finances, TVA, combien les actions culturelles rapportent aux régions,
à l'État, sans parler des bilans des actions en soi. Alors, le Je problème, ne sais pas si c'est très clair, mais c'est super clair ouais. et que les études sont généralement parcellaires, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met Mhm. sur et qu'est-ce qu'on comptabilise, ou alors elles sont assez anciennes. Mais ce qu'on Mhm. observe généralement comme invariant, c'est qu'on est à peu près sur 1 pour 3. C'est-à-dire 1 € investi sur un territoire dans la culture, ça fait 3 € d'externalité positive. Voilà. Mhm. Il y avait D'accord. eu, alors comme tu dis Aurélie, ça remonte, mais une étude qui a été faite par EY, hein, le cabinet Ernst Young, EY, il y a, je sais pas, quelques années, et qui avait montré à ces chiffres-là l'impact de la culture, le rayonnement sur le territoire, sur l'hôtellerie, sur la restauration. On voit bien dans ces gros festivals, Avignon, Aix, là, il est impossible d'aller réserver un hôtel. Ça montre bien que Mhm. et peut-être que les pouvoirs publics l'oublient aussi, hein, ce rayonnement de l'attractivité. Et puis après, c'est le rayonnement immatériel, hein, qu'on ne peut Mais, pas comptabiliser. Et c'est peut-être la Mais mais oui, c'est parce une que c'est bonne vrai que question. nous, en tant qu'ensemble, par exemple, on consomme énormément d'hôtels, de trains, de repas, et que bah, tout ça, à défaut de nous rapporter de l'argent à nous, ça rapporte quand même de l'argent bah, non seulement aux prestataires, mais aussi à l'État, indirectement, par l'intermédiaire de Nous, la c'est une TVA. dimension qu'on a société ajoutée à publique. nos bilans annuels. C'est-à-dire que maintenant, dans nos bilans annuels, on indique le nombre de nuitées que Ah notre oui. saison a généré dans les 2 hôtels alentours. Et on donne aussi Hmm. le nombre de fruits qu'on achète aux primeurs du quartier. Enfin voilà, Ah ben en fait, voilà, on choisit deux d'accord. ou trois données comme ça. Hmm. Exactement pour aller dans le sens de ta question et montrer en fait l'impact positif. Après, on donne aussi le volume d'heures intermittent aussi pour donner aussi une idée de l'emploi et notamment de l'emploi variable qui se voit pas sur les permanents, mais qui est clairement un dynamisme important aussi. Mais Voilà Oui, des ben nous, actions concrètes, tout à l'achat fait. des fruits chez l'épicier local, moi j'adore. oui, peut-être rajouter ça dans mes bilans, moi aussi. C'est vrai que c'est assez transparent. Je suis pas sûre qu'on se rende bien compte de tout ce qu'on génère comme activité par ailleurs, quoi. Non, non, et puis en fait, Important de le dire. on ne mesure pas l'impact territorial. C'est-à-dire Ben oui, que c'est. on parlait du chiffre et on a parlé du privé, mais en fait, c'est un problème et c'est un faux problème aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de la question de l'événementialisation, on n'a pas parlé du gigantisme. Alors qu'il y a des tout petits festivals qui fonctionnent avec juste des bénévoles sur un territoire. Quand on est Hmm. en territoire rural, dans un milieu montagnard, ça a un impact territorial très très fort, même si c'est un petit budget, même si c'est que 3 soirées de concert. Enfin voilà. Et ça, il faut qu'on arrive à le mesurer, mais c'est encore devant nous de trouver les bons indicateurs de Oui, en l'impact. tout cas, de véhiculer, je te rejoins Aurélie, cette idée de l'importance du maillage et aucun problème hein, pour avoir des gros trucs. Moi, je suis persuadée que comment dire, que les gens qui ont un rapport à la culture, plus ils vont aller au cinéma, plus ils vont aller au cinéma. Enfin, c'est pas parce qu'ils vont voir un gros spectacle commercial qu'ils viendront pas chez nous. Enfin, je crois vraiment à cette dynamique positive et je pense qu'il faut qu'on travaille à communiquer là-dessus, le fait qu'on n'est pas les uns contre les autres. En fait, il n'y a pas de concurrence à cet endroit-là dans la mesure où il y a un maillage important qui garantit par ailleurs une diversité des esthétiques, donc une liberté aussi d'expression. Enfin, voilà, pour moi, et ça, ça paraît tout simple. Enfin, pour nous, je pense que c'est une évidence, mais j'ai l'impression qu'on est dans une époque où il faut le dire, l'expliquer, enfin voilà, véhiculer. Parce que on nous reproche aussi beaucoup d'être dans notre tour d'ivoire, oui, dans la culture, machin. Donc leur dire, bah non, on est bien dans le monde. Oui, moi, j'amène mon fils à Euro Disney, au jardin d'acclimatation, puis je l'amène voir des spectacles de danse de Sylver Lamotte, quoi. En fait, tout ça est parfaitement cohérent pour moi. Mais ouais, je Mais tout le pense que monde c'est ne fait important de le pas dire. ça. Tout le monde ne fait pas ça. Mais voilà. Peut-être une autre question, et puis sinon je vais vous libérer tous, toutes, tous. Bon, bah, merci Marion de nous avoir Bon, réunis. merci Ouais, Aurélie, merci merci Caroline, beaucoup. merci à tous. Merci. Bonne Merci, bonne journée. Salut, journée. À bientôt. bonne journée.